Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Mohamedou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons des maladies de la prostate. La prostate est une glande de l'homme et cette prostate entoure le canal qu'on appelle l'urètre, c'est-à-dire le canal où s'écoule l'urine et bien entendu le sperme. Elle sert surtout dans la reproduction. Nous écouterons le témoignage de Félix, chez qui on a diagnostiqué un cancer de la prostate. J'ai eu un entretien avec des médecins en présence de mon épouse. Il m'a donné les risques parce que la prostate est censée reproduire le sperme sera enlevé. Il m'a dit d'en discuter avec mon épouse et puis de lui donner une réponse. Quelles sont les maladies de la prostate? Quelles en sont les causes et comment les éviter? Toutes les réponses, c'est dans la suite de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Parlons tout d'abord de l'hépatite C. Selon une étude parue lundi, le 28 janvier dernier, dans la revue médicale de l'Ancet, 15 millions de nouvelles infections par l'hépatite C et 1,5 million de décès liés à cette maladie pourraient être évités d'ici 2030 si certaines mesures sont appliquées. Tout d'abord, Firmin, c'est quoi l'hépatite C? L'hépatite C est une maladie du foie, cet organe qui facilite la digestion et favorise l'élimination des substances toxiques dans le corps humain. La maladie est causée par le virus dit de l'hépatite C. Ce virus se transmet quant à lui généralement par le sang. Ce virus peut aussi être transmis lors des rapports sexuels ou par une mère infectée à son nourrisson, mais ces deux modes de transmission sont assez rares. Pour un nombre important des personnes atteintes par la forme chronique de la maladie, l'infection évolue vers la cirrhose ou le cancer du foie. Très souvent, l'infection par le virus de l'hépatite C ne laisse pas apparaître des symptômes et la maladie peut évoluer vers une lésion hépatique grave et devenir mortelle. Justement, Firmin, comment faire pour ne pas en arriver là? Puisque l'étude publiée dans l'Ancet indique que 1,5 million de décès pourraient être évités d'ici 2030. Rosine, le dépistage est l'un des outils de lutte les plus efficaces contre la maladie selon l'OMS. Et s'il est recommandé pour tous, il est encore plus pour les personnes à risque, comme les consommateurs de drogues injectables, les personnes ayant reçu des transfusions sanguines, les enfants nés de mères infectées, les personnes dont les partenaires sexuels sont infectés par ce virus ou par le VIH, les personnes qui ont eu d'une manière ou d'une autre du contact avec le sang d'une personne malade. Puisqu'il n'existe pas de vaccin contre l'hépatite C, la prévention passe par la réduction du risque d'exposition au virus. Des mesures de prévention comme le lavage régulier des mains, l'usage sûr et approprié des injections dans les milieux hospitaliers, les précautions dans la manipulation d'objets tranchants, l'utilisation des préservatifs lors des rapports sexuels. Se vacciner contre les hépatites A et B est aussi utile et permet d'éviter une co-infection et protège le foie. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Parlons à présent de la malnutrition. Des milliers de réfugiés nigérians en souffrent au Cameroun selon Action contre la faim. Tout à fait, Rosine. L'ONG française Action contre la faim affirme avoir relevé des taux de malnutrition aigus 2 fois supérieurs au seuil d'urgence parmi des réfugiés nigérians qui ont fui vers le nord du Cameroun pour échapper aux attaques du groupe djihadiste Boko Haram. La majorité des réfugiés sont des femmes et des enfants et des personnes âgées particulièrement vulnérables, s'alarme l'ONG dans un communiqué. Sur 976 enfants de moins de 5 ans, 4% souffrent de malnutrition aiguë sévère nécessitant une prise en charge médicale immédiate et 8% sont atteints de malnutrition aiguë modérée. 2 cliniques mobiles ont été déployées par l'ONG afin de prodiguer des soins aux populations. La malnutrition, qu'est-ce que c'est précisément et quelles en sont les conséquences? Par malnutrition, on entend les carences, les excès ou les déséquilibres dans l'apport énergétique et ou nutritionnelle d'une personne. Ce terme couvre 2 grands groupes d'affections. Le premier est la dénutrition qui comprend le retard de croissance, le faible poids des victimes et les carences en vitamines et minéraux essentiels. L'autre comprend le surpoids, l'obésité et les maladies non transmissibles liées à l'alimentation, par exemple les maladies du cœur, les AVC, le diabète. Dans le monde, environ 1,9 milliard d'adultes sont en surpoids, alors que 462 millions d'autres présentent une insuffisance pondérale. Merci Firmin.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme annoncé au début de ce programme, cette semaine, nous parlons des maladies de la prostate. La prostate est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin. La prostate peut être le siège de 3 affections principales, la prostatite, l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer. Pour parler de tout cela, nous avons joint à Bamako, au Mali, le professeur Ali Tembele. Il est urologue et chef du service d'urologie au centre hospitalier universitaire Point G de Bamako. Tout d'abord, il nous parle de l'importance de la prostate. La prostate est une glande de l'homme. Quand je dis l'homme, le masculin. C'est une glande de la reproduction. Elle est aussi considérée comme une glande urogénitale. Anatomiquement, la prostate est située en bas de la vessie, bien entendu, chez l'homme, toujours le masculin. Et cette prostate entoure le canal qu'on appelle urètre, c'est-à-dire le canal où s'écoule l'urine et bien entendu le sperme. Voici comme définition et situation anatomique concernant la prostate. Vous avez posé la question à quoi elle sert. Bien entendu, dans la définition, cette prostate, cette glande, elle sert surtout dans la reproduction. Nous, urologues et beaucoup d'autres, ça fait partie d'une des glandes de l'humanité. Et quelles sont les principales maladies de la prostate, professeur? Bien, les principales pathologies qui affectent cette glande, nous allons citer premièrement l'hypertrophie bénigne de la prostate, que certains appellent ou connus le plus souvent adénome de la prostate, qui est une augmentation du volume de cette glande qui est la prostate. Après l'hypertrophie bénigne de la prostate, il faut citer la prostatite, qui veut dire une infection de cette glande qui concerne bien entendu les jeunes aussi bien que les personnes les plus âgées. Après cette infection, la troisième pathologie qu'on peut citer qui affecte cette glande, c'est le cancer de la prostate. Donc, en résumé, il y a 3 pathologies qu'on peut retenir, l'adénome de la prostate, la prostatite et le cancer de la prostate. Et dans l'opinion, certains ont tendance à considérer que les problèmes de prostate sont l'affaire des personnes âgées. Est-ce que c'est juste? Non, ce n'est pas uniquement l'affaire des personnes âgées. La prostate est une glande. Pour la réponse, ce n'est pas juste seulement parce que cette affaire de prostate, comme vous venez de le dire, elle concerne aussi bien les personnes âgées, aussi bien que les jeunes. Voici la part des jeunes, c'est-à-dire des personnes moins âgées. Cette infection de la prostate que j'ai appelée tantôt prostatite concerne le plus souvent les jeunes. Et l'adénome de la prostate commence à se faire manifester à partir de 50 ans. C'est pour ça que certains disent que c'est la maladie des personnes âgées. Et l'autre, pour finir, aussi le cancer de la prostate, bien entendu, ça peut être réservé ou considéré à partir d'un certain âge. Ce n'est pas juste de penser qu'une pathologie prostatique ne concerne que les personnes âgées. Non. Les études montrent que les hommes, à la jeunesse, la majorité fait une infection de la prostate, donc prostatite, qui entraîne les troubles de la miction. Donc, en résumé, ce n'est pas juste de dire que ça ne concerne que les personnes âgées. Ça concerne tous les masculins. Et comment peut-on reconnaître qu'on a des problèmes avec sa prostate? Quels sont les signes visibles? Les signes ressentis, je préfère dire les signes ressentis sont simples. Alors, après toute cette définition, les signes, c'est les signes de la miction, c'est-à-dire les troubles de la miction. Les troubles de la miction, c'est les personnes, les patients qui vont venir se plaindre, soit parce que en urinant ça coupe, c'est-à-dire dysurie, difficulté pour uriner, soit ça les brûle en urinant, c'est-à-dire qu'il y a ces sensations de chaleur, soit ils ont envie assez souvent d'aller uriner, la fréquence. Pas en quantité, mais en fréquence. Alors, voilà les signes que nous appelons les signes du bas appareil urinaire. Donc, en résumé, c'est le fait d'aller uriner chaque fois, la fréquence, le fait que ça brûle, c'est un motif, et le fait qu'il y a des difficultés pour uriner et le malade pousse. Voici les signes les plus souvent retrouvés quand la prostate est concernée. C'est comme ça qu'on se dit que tiens, ça ne va pas. Alors, quand j'urine, ça me brûle. Ou j'ai des difficultés d'uriner, ou bien quand j'urine, ça coupe, ça s'arrête, je fais en 2 temps, en 3 temps, etc. Et quelles sont les principales causes des maladies de la prostate?
Les principales causes des maladies de la prostate, je vais commencer par dire les infections. Il faut éviter les infections urinaires et c'est éviter tout ce qui est infection, premièrement concernant la prostatite. Alors, concernant l'adénome de la prostate, c'est-à-dire que l'hypertrophie bénigne de la prostate, il n'y a pas d'étiologie établie pour ça. Mais seulement, il faut retenir, cet adénome se développe dans la prostate. C'est comme si vous imaginez votre coco, votre noix de coco. Il y a la coque et à l'intérieur, il y a la noix. Alors, l'adénome se développe dans la prostate et quand il y a cette augmentation de volume, le traitement, il peut être de deux façons, soit médicalement, c'est-à-dire en prenant uniquement des médicaments, on peut trouver la solution, offrir une miction normale, améliorer les conditions de miction. Et l'autre alternative, c'est d'opérer, c'est d'aller enlever cette noix que je viens de dire qui se trouve dans le coco et non enlever toute la prostate. Concernant le cancer, son traitement, c'est un traitement chirurgical. Et là aussi au début, quand le cancer de la prostate est diagnostiqué très tôt, en ce moment, le traitement, il est chirurgical. Et est-ce que vous pouvez nous dire les conséquences les plus graves des maladies de la prostate non soignées? Les prostates non soignées vont non seulement offrir des difficultés à uriner, et bien entendu, ça va jouer sur la reproduction, la fertilité. Et troisièmement, quand on souffre et non traité, on aboutit finalement à un dysfonctionnement érectile. Ça veut dire que toutes les manifestations autour de cette prostate, ça va gêner l'érection chez l'homme. Donc, une maladie de la prostate qui n'est pas traitée, par exemple, je prends la population jeune où la prostatite est là, la glande est infectée, elle n'est pas soignée, et en dehors des troubles des urines, ça va amener aussi ce que nous appelons un dysfonctionnement érectile. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir ce qu'entre guillemets certains appellent les baisses de la puissance sexuelle. Une dernière question, professeur. Comment éviter les maladies de la prostate? Pour éviter les maladies de la prostate, c'est de mener une vie saine. Qu'est-ce que j'appelle une vie saine? Premièrement, éviter l'infection. Et deuxièmement, en évitant cette maladie de la prostate dont vous venez, en citant les trois, l'abstinence n'est pas du tout une prévention. Au contraire, d'abstinence sexuelle, je veux dire. Ce n'est pas en s'imposant une abstinence sexuelle qu'on va mieux se protéger la prostate. Tout à fait au contraire. Je viens de dire tantôt, c'est une glande, et cette glande a besoin de se décongestionner, de vider son contenu. Donc, rester très longtemps en tant que masculin sans faire des rapports sexuels, parce que c'est la seule occasion où cette prostate est mise en action. Et c'est cette prostate qui va se contracter, qui va envoyer son contenu dans le canal dont je viens d'expliquer dans l'urètre, et en ce moment, cette glande se vide. C'est un tout petit peu nos glandes salivaires, nous parlons, et puis ça se vide, et puis c'est comme ça. Donc, en résumé, alors lutter contre l'infection, ne pas s'imposer une abstinence pour décongestionner la prostate. Nous remercions le professeur Ali Tembele. Il est urologue et chef de service d'urologie au Centre hospitalier universitaire Point G de Bamako, au Mali. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Comme vient de nous l'expliquer l'urologue, les maladies de la prostate peuvent avoir des conséquences graves pour les victimes. Elles vont des difficultés à uriner au dysfonctionnement sexuel chez les hommes. Dans certains cas, la maladie peut engendrer l'infertilité, c'est-à-dire l'incapacité de faire des enfants. C'est ce qui est arrivé à Félix Yepassis, chez qui il a été dépisté un cancer de la prostate. Écoutez son témoignage. Tout a commencé par un pur hasard. En 2002, sur les conseils de mon épouse, qui est médecin, m'a dit d'aller faire mon bilan de santé. Et puis, comme ça, je suis allé faire mon check-up, comme on dit en jargon anglo-saxon. Et j'ai commencé par un toucher rectal qui n'a rien donné. Par la suite, le médecin m'a dit de faire une prise de sang et c'est à l'issue de ça qu'on a décelé que le taux de PSA était assez élevé. Et pour en avoir le cœur net, il a voulu que je procède également à une biopsie. Et c'est à l'issue de cette biopsie que on a trouvé que j'avais le cancer de la prostate. Alors, vous n'avez pas ressenti de symptômes particuliers jusqu'à ce que vous fassiez des examens?
Le cancer de la prostate, contrairement à certaines maladies, est assez silencieux. Il n'y a pas de facteurs symptomatiques à proprement parler, à part d'intenses envies d'uriner au milieu de la nuit, quelquefois quelques difficultés à uriner, et puis parfois aussi les urines sortent sous forme de filet. Donc, à part ça, j'étais loin d'imaginer que j'allais avoir ce problème de santé, enfin, qui est le plus grave ennui de santé de ma vie, le cancer de la prostate. Alors, parlez-nous de ce qui s'est passé immédiatement après qu'on ait dépisté que vous aviez ce cancer. Qu'est-ce que le médecin vous a conseillé? Comment ça s'est passé jusqu'au début du traitement? Oui, donc j'ai eu un entretien avec le médecin en présence de mon épouse qui m'a donné toutes les options. Il m'a dit, bon, mais c'est encore l'état primaire. Donc, on pouvait attendre un peu ou alors qu'on procède tout de suite au traitement. Et il m'a donné les risques. En cas de traitement, les risques, ça peut aller d'une impuissance, c'est-à-dire avec des troubles érectiles, ce qui vous enlève d'emblée la possibilité de procréer. Parce que l'organe, la prostate, censé reproduire le sperme sera enlevé. Il m'a dit d'en discuter avec mon épouse. Et puis de lui donner une réponse. Mon épouse a trouvé bon qu'on procède tout de suite au traitement. Et il m'a dit que certains hommes, notamment les latinos, eux, ils préfèrent vivre avec leur maladie pour ne pas perdre leur virilité. Et moi, j'ai dit, c'est pas la peine, donc on tente le coup. Et puis c'est comme ça, j'ai opté pour le traitement immédiat. En ce qui concerne les traitements, il m'a proposé 3 sortes. D'abord, la radiothérapie, la chimiothérapie et la chirurgie classique. J'ai opté pour la 3e solution, l'intervention chirurgicale. Et comme ça, j'ai été admis à l'hôpital et ils ont procédé à l'ablation de la prostate. Ça a duré quelques heures et je suis resté 2 jours à l'hôpital. Le lendemain, le 3e jour, j'étais debout. J'ai regagné la maison avec une sonde urinaire. C'est ce qui m'a vraiment indisposé. La sonde, j'ai gardé ça pendant 2 semaines, 15 jours. Et sinon, à part ça, je n'avais aucune douleur post-opératoire. Comment encore vous avez décidé avec votre épouse de suivre ce traitement et puis de ne plus faire des enfants? Mais en ce qui concerne votre virilité, vous n'avez pas été précisément affecté. Heureusement non, parce que c'est aussi l'un des risques, l'une des conséquences de l'opération, parce que pendant l'opération, si les nerfs assurant les fonctions érectiles sont touchés, donc systématiquement vous devenez impuissant. Dieu merci, tout s'est très bien passé. À mon réveil, j'ai tout de suite posé la question au médecin. Il m'a dit non, tout s'est bien passé, aucun nerf n'a été touché. J'ai été soulagé. Et puis, à ma sortie de l'hôpital, pendant les 15 jours de convalescence, je traînais la sonde urinaire. Vous parlez de sonde urinaire, c'est un appareil qui vous permet d'uriner à travers des tuyaux. Et puis au niveau de l'opération, il n'y avait aucune cicatrice visible, par un petit trait au bas du ventre. Et puis l'autre conséquence qu'il m'avait dite, c'est l'incontinence urinaire. J'ai pas eu ce problème. Donc l'incontinence urinaire pour nos auditeurs, c'est le fait d'uriner sans que vous le vouliez, ou alors les urines échappent du corps humain alors que vous n'avez pas l'intention. À votre insu, voilà. Ça vient comme ça, à votre insu. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes sous traitement et comment ça se passe? Vous repartez à l'hôpital chaque mois, ça se passe comment? Après l'opération qui a eu lieu le 11 septembre 2002, je fais régulièrement, tous les 6 mois, un test de PSA pour mesurer le taux du sang dans le corps. Si c'est élevé, ça indique que le cancer il est toujours présent. Si c'est en deçà d'un certain niveau, ça montre que vous êtes en bonne santé. Donc je procède à ce test-là tous les 6 mois, puis l'opération, et puis depuis quelques temps, c'est tous les ans maintenant. Donc jusqu'à l'heure qu'il est, vous n'avez plus de problème particulier, vous vivez votre vie normalement, en dehors du fait que vous ne pouvez plus procréer. Voilà, en dehors du fait que je ne peux plus procréer, mais aussi l'autre mauvaise nouvelle, c'est que le cancer a tendance à revenir parce que selon le taux de PSA, l'urologue a remarqué que ça a tendance à progresser, à monter, ce qui indique la présence du cancer qui a tendance à revenir. Alors, à partir de votre expérience personnelle, quels conseils vous pouvez donner à nos auditeurs et surtout aux jeunes qui pensent souvent que
Les problèmes de prostate, et spécifiquement le cancer de la prostate, c'est une affaire des personnes âgées. Non seulement ça, il dit aussi que c'est une affaire des personnes qui ont une vie sexuelle trop intense. Non, c'est pas vrai. Il faut dire que le cancer de la prostate, c'est lié aux antécédents familiaux d'abord. Si quelqu'un dans la famille est diagnostiqué avec cette maladie, il y a de fortes chances que l'homme, à partir d'un certain âge de 45 ans, devienne un sujet à risque. Et autrement dit, quelqu'un qui n'a pas dans ses antécédents familiaux n'est pas un sujet à risque. Donc, entre 50 et 55, il doit obligatoirement faire son test. Ça veut dire que vous, dans votre famille, vous avez eu des antécédents par rapport à ça, ou alors vous pensez que peut-être qu'il faudra davantage surveiller vos enfants? Mes enfants, oui. Quant à ma famille, je ne sais pas, parce que j'ai des grands-parents qui sont morts. À l'époque, on ne peut pas savoir, ils n'étaient pas encore en mesure de déterminer si c'est le cancer de la prostate ou autre chose. Mais je suis sûr que dans ma famille, il y a eu des cas pareils de parents qui ont contracté cette maladie-là. Et pour mes enfants, maintenant, voilà, c'est le conseil que je leur donne, faire leur test systématiquement à partir de 45 ans, sachant que j'ai été diagnostiqué. Et pour mes garçons, je les encourage vivement à faire leur test à partir de 45 ans. Et puis pour les autres, maintenant, à partir de 55 ans, il faut qu'ils fassent obligatoirement leur test. Donc les gens doivent faire leur test. Est-ce que à l'hôpital ou alors d'après votre vécu, est-ce qu'il y a d'autres mesures particulières à appliquer pour éviter cette maladie? Oui, pour prévenir cette maladie, on leur conseillerait de ne pas manger trop gras, parce que aussi l'alimentation joue un rôle important. Dans le cancer de la prostate, il faut faire très attention à son alimentation. Beaucoup de courage et beaucoup de succès pour la suite de votre vie. Je rappelle que vous êtes vous-même une personne assez âgée. Déjà, vous avez quel âge? Je dois dire que maintenant, j'ai 70 ans et j'ai été opéré à l'âge de 53 ans. Voilà. Donc, on va rappeler à nos auditeurs de tout faire, de se faire dépister, de ne pas attendre d'avoir 70 ans, mais à partir de 45 ans déjà, qu'ils aillent se faire dépister. Et comment ça se passe, le dépistage? Il faut aller à l'hôpital, voir son neurologue, on vous fait une prise de sang, et puis au bout de 2-3 jours, vous avez le résultat, selon que le PSA a un taux très élevé ou bien en deçà de la normale. Nous remercions Félix Yepassis pour son témoignage. VOA Afrique, votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé, vous voulez prévenir vos maladies, les soigner à temps. Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays? Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa, samedi à 8h30, temps universel. Votre santé, c'est votre avenir. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le Dr Aman Genkap, a répondu à vos questions. Le Dr Genkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Je suis malade, docteur. Je souffre de la sinusite. Que dois-je faire pour guérir? Ce que je peux répondre à cet auditeur, c'est que dans un premier temps, les sinus sont des cavités osseuses qui sont situées au niveau des os du visage et notamment à l'arrière des fosses nasales et qui communiquent d'ailleurs avec ces fosses nasales-là. La sinusite va être l'inflammation, l'infection de la muqueuse de ces cavités osseuses, en tout cas de la muqueuse des sinus. Très souvent, ce sont les sinus maxillaires et le sinus frontal qui vont très souvent être touchés par une infection qui peut être virale, une infection qui peut être bactérienne. Les causes de ces sinusites sont souvent, en dehors de ces causes virales et bactériennes, des causes également allergiques. Le fait d'être prédisposé à des rhinites allergiques vont être le facteur de risque
de sinusite. On a aussi des problèmes de déviation de la cloison nasale, on a aussi des problèmes d'infection dentaire, d'abcès dentaire. Et des personnes qui font régulièrement des rhinopharyngites sont souvent exposées à faire des sinusites. Pour cet auditeur qui voudrait savoir comment se débarrasser de sa sinusite, moi je lui conseille 2 choses. La première chose, c'est que cet auditeur doit consulter un médecin pour que le médecin puisse faire un diagnostic précis de cette sinusite-là et des causes de cette sinusite-là pour mettre en place un traitement adéquat. Mais je peux déjà le rassurer en lui faisant comprendre que près de 75% des sinusites, notamment des sinusites virales, vont guérir toute seule au bout de quelques semaines, mais cet auditeur peut aussi accélérer la guérison de sa sinusite en faisant des lavages de nez fréquents, qu'il lave fréquemment son nez avec du sérum physiologique tout simplement, et en faisant des inhalations par des vapeurs d'eau salée, à savoir qu'il met peu de sel dans de l'eau qu'il va chauffer et il va essayer d'inhaler dans cette eau salée-là et ça permet de bien soulager la sinusite en bien dégageant les fosses nasales et ça permet d'accélérer la guérison du moins de la sinusite. Voilà ce que je pourrais répondre à cet auditeur. Moi, c'est Steve Bocor depuis le Bénin Paracou. Mon cousin souffre d'une maladie. La maladie est que ça attaque ses testicules et cette maladie revient à chaque fois dans le mois d'octobre de chaque année. La maladie se manifeste par le grattage, c'est-à-dire ça se gratte et dans peu de temps, tous ces testicules se transforment en plaies et mon cousin arrive à dormir la nuit. Sur ce, nous nous rendons à l'hôpital après les consultations et les prescriptions faites par le docteur. Nous constatons que la maladie se calme momentanément et ça se revient encore l'année prochaine, c'est-à-dire dans le même mois d'août. Pour cela, moi j'aimerais savoir quel est le nom de cette maladie qui attaque les testicules de l'un de mes cousins. Est-ce que c'est une maladie normale ou encore c'est quelle sorte d'eau qu'ils ont lancé à mon cousin? Ce sont mes préoccupations, donc j'aimerais que le docteur essaie de les clarifier si possible. Je vous remercie. Ce que je peux répondre à Steve, c'est que par rapport à la description qu'il fait de cette maladie, une maladie qui intervient très souvent au courant du mois d'octobre, qui se manifeste par des grattages, qui semble très isolée puisqu'elle n'attaque que les parties génitales, ça peut éventuellement être une maladie allergique, une maladie provoquée par une réaction allergique, puisqu'on est en présence quand même d'un phénomène qui survient épisodiquement et qui est très localisé sur le plan corporel. Steve précise également que les prescriptions du médecin ont calmé son cousin, du moins calmé les manifestations pendant quelque temps de façon transitoire, puis en octobre, on se retrouve encore face à cette situation. C'est dommage qu'il n'ait pas précisé ce traitement qui permet de calmer ces manifestations-là, parce que si ce traitement précis par le médecin était un traitement anti-allergique, du moins, on aurait une forte conviction par rapport au diagnostic. C'est pour ça que je vais demander à Steve de se rapprocher de son médecin et de lui demander éventuellement quel est le diagnostic précis qu'il fait de cette maladie-là. Pour ma part, ça semble être une maladie allergique, mais il me manque énormément d'autres éléments pour pouvoir avoir la conviction de cette hypothèse diagnostique. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. Et c'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée aux maladies de la prostate, un organe de l'appareil urinaire et reproducteur chez les personnes de sexe masculin. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le professeur Ali Tembele, urologue et chef de service d'urologie au centre hospitalier universitaire Point G de Bamako au Mali. Il nous a expliqué comment faire pour éviter ou réduire les risques d'affection de la prostate. Nous avons aussi écouté le témoignage de Félix, chez qui il a été diagnostiqué un cancer de la prostate il y a une dizaine d'années. Il nous a raconté son suivi médical et les conséquences de la maladie dans sa vie. Nous leur disons merci d'avoir participé à cette émission. Nous disons également merci à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé
à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Cheikh Thiero et de Dan Crafton qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mouamadou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.